Bonjour à tous et bienvenue dans ce Facebook Live. Comment préparer le retour au travail pendant ou après un cancer? Alors, je me permets d'enlever ce masque car toutes les mesures de précaution ont été prises. Nous sommes à distance de sécurité et on ne se mettra pas en danger et c'est plus agréable comme ça. Chaque année, ce sont 37 000 personnes actives qui reçoivent un diagnostic de cancer, une sentence lourde qui entraîne des conséquences sur tous les aspects des vies, y compris de la vie professionnelle. Certains peuvent continuer à travailler pendant le traitement, d'autres reprendront le travail plus tard. Pour cela, ils pourront recourir à l'aide de coachs externes pour les guider tout au long du processus. L'objectif de ce webinaire est de mettre en lumière avec nos invités et à travers leurs expériences ce type de coaching spécifique et la manière dont il prend forme. Alors en 2018, ayant constaté que les possibilités de formation de coachs professionnels adaptés aux problèmes du cancer étaient plutôt rares et que pourtant il y avait bel et bien une demande dans ce sens, la Fondation contre le cancer a lancé un projet pilote en collaboration avec la Fondation Magine. L'objectif était de mettre en place un réseau belge de coachs certifiés spécialisés dans l'aide à la réinsertion professionnelle des patients atteints de cancer dont les besoins sont très spécifiques. Pour aller encore plus loin, la Fondation contre le cancer cofinance également une chaire interuniversitaire Coaching for Cancer, dirigée par le professeur Elke Van Hoof de la VUB, en collaboration avec la KU Leuven et l'UCL, afin d'évaluer l'impact du coaching sur le retour au travail des patients atteints de cancer. Cette chaire a pour objectif de mettre en évidence les facteurs de réussite et d'identifier le retour sur investissement possible grâce, entre autres, à des évaluations économiques et sanitaires. Alors, quelques infos pratiques avant de vous présenter nos orateurs aujourd'hui. Par rapport aux questions, n'hésitez pas à nous poser toutes les questions via le Facebook Live dans la conversation ci-dessous. N'hésitez pas non plus, si vous avez des questions plus personnelles, à revenir après ce live en nous contactant soit encore via la page Facebook, soit via notre site, soit via la ligne Cancer Info au 0800 15 801. On fera un maximum pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Et on va commencer avec une série de questions qui nous sont parvenues par mail, extrêmement intéressantes, que nous avons déjà classées pour essayer de couvrir un maximum le sujet. 3 orateurs sont avec moi pour vous présenter ce sujet et répondre à vos questions en direct et je les invite à se présenter. Docteur Didier van der Stechel, bonjour. Bonjour, Didier van der Stechel, je suis médecin et je suis directeur médical de la Fondation contre le cancer. Madame Magali Mertens de Wilmars. Bonjour, alors moi je m'appelle Magali Mertens, je suis coach depuis plus de 5 ans et membre du pool de coach de la Fondation contre le cancer et fondatrice de la SBL Travail et Cancer. Et Madame Sylviane Wattier. Oui, bonjour, merci de m'accueillir et d'accueillir mon témoignage. Donc moi je suis ici en fait en tant qu'ex-patiente pour partager mon expérience avec vous. Et je veux d'ailleurs vous en toucher un petit mot, comme ça tout le monde pourra savoir un petit peu ce qui m'est arrivé. Donc c'est en novembre 2019 qu'on m'a détecté un cancer du sein. Le plus traditionnel, le plus classique, je vais dire, hormonal, grade 2. S'en est suivi toute une série de traitements, très connus aussi, le parcours du combattant le plus normal. Il y a quand même certains paramètres qui ont fait que mon histoire n'était pas tout à fait normale et assez colorée. C'est le fait de vivre un cancer pendant le Covid, et je pense que beaucoup de personnes sont dans le cas. Et aussi le fait étroitement lié avec les services de coaching et donc le coach que je suis aussi, le coaching que je suis aujourd'hui aussi, c'est que je ne me suis jamais sentie être une victime pendant mon traitement. Mais au contraire, j'ai pris les choses en main et j'ai donné un nouvel espoir finalement à ce que ma vie pouvait devenir après un cancer, parce qu'il y a une vie après le cancer. Merci beaucoup. Et cet espoir, on espère le partager avec les personnes qui nous suivent aujourd'hui, en particulier par rapport à justement ce parcours et ce coaching possible. Donc merci à chacun pour ces présentations. On va passer tout de suite aux questions. Donc on a d'abord des questions d'ordre assez général. La première, pourquoi le retour au travail pendant ou après le cancer est-il une étape si importante ? Magali, peut-être que vous voulez commencer ? Tout à fait, merci beaucoup. Alors, c'est une étape évidemment extrêmement importante. On ne s'en rend peut-être pas tout de suite compte, évidemment, quand le coup près du diagnostic tombe. Mais finalement, c'est aussi un peu le signal qu'on revient dans la vie active. Alors, la vie active,
c'est le travail, mais c'est pas que ça, c'est vraiment se remettre en action. Et c'est vraiment là que le coaching a un rôle à jouer. Mais c'est se remettre en action, bien sûr, retrouver un revenu, retrouver une vie sociale, retrouver de la confiance en soi, et j'irai même plus loin, retrouver l'estime de soi. L'estime de soi. Et pour vous, Sylviane, c'est important ce retour au travail ou... Extrêmement important. Pour moi, avoir une identité professionnelle est quelque chose de nécessaire. J'ai besoin de pouvoir me sentir utile, j'ai besoin d'avoir une certaine structure dans ma vie, d'avoir un certain rythme de vie, de faire partie de la société, d'y apporter quelque chose. Et une fois qu'on tombe en panne pendant ce traitement, on se pose beaucoup de questions par rapport à soi-même et par rapport à quelle est notre valeur, qu'est-ce qu'on peut encore apporter. Et pour moi, c'était une des étapes les plus difficiles. J'imagine. Didier, vous voulez peut-être rajouter quelque chose par rapport à justement la qualité de vie après un cancer ? Peut-être des chiffres, même si ça paraît un peu aride après ces témoignages, mais pour montrer le nombre de personnes qui sont concernées. Vous l'avez dit dans l'introduction, environ 37 000 personnes chaque année en Belgique, en âge de travailler, donc avant 65 ans, sont confrontées au cancer. Il y a encore tous les autres après 65 ans, parce que le coaching pour la reprise au travail, qui est le focus de notre séance aujourd'hui, peut-être aussi s'appliquer pour le coaching de retour à une vie active pour les jeunes pensionnés. C'est également important pour retrouver une place dans la société, une valeur, un sens. Alors, on estime qu'au cours des 10 dernières années en Belgique, 350 000 personnes environ ont survécu à un cancer. C'est le reflet des progrès qui ont été faits grâce à la recherche, grâce à l'amélioration des traitements. Donc, vous l'avez dit, Sylviane, il y a une vie après un cancer. Il y a une vie qui est le plus souvent une vie de qualité après un cancer, même si, et vous l'avez dit aussi, elle ne ressemble pas à 100% à la vie avant. Et donc, cette transition, ça n'est pas toujours simple, et c'est là que des coups de pouce extérieurs, notamment ceux qu'un coach peut prodiguer, ne sont pas toujours inutiles. Et cette qualité de vie, l'importance de la qualité de vie pour les ex-patients, c'est quelque chose qui tient à cœur à la Fondation contre le cancer ? Oh, absolument, parce que l'évolution des taux de guérison ou l'allongement de la vie malgré un cancer qui se transforme en maladie chronique, ça a très fort changé la donne. Quand j'ai commencé à travailler à la Fondation contre le cancer, il y a une bonne trentaine d'années, la priorité absolue, c'était guérir à tout prix. Parce qu'à l'époque, les chances de guérison étaient autrement plus basses qu'aujourd'hui. Au fur et à mesure de l'évolution des chances de guérison, l'objectif, c'est non seulement de guérir, mais avec une qualité de vie à la clé après la guérison. Et cet aspect qualité de vie prend une place de plus en plus importante à court, moyen et très long terme après un cancer. C'est donc un nouveau domaine de la cancérologie qui s'ouvre. Merci beaucoup, Didier. Alors, j'ai une deuxième question ici. Y a-t-il une appréhension de reprendre le travail ? On peut peut-être commencer par vous, Sylviane. Qu'est-ce qu'il en est ? Est-ce qu'il y a une appréhension ? Est-ce que vous êtes anxieuse ? Enfin, qui ne le serait pas. Qui ne le serait pas après être out pendant, dans mon cas, 1 an, d'avoir un peu peur de ne plus pouvoir suivre, de ne plus être dans cette dynamique, d'avoir des contraintes physiques, mentales. Oui, la crainte y est. Parce que vous en êtes, donc ouais. Vous avez, comme vous disiez, eu ce cancer qui s'est déclaré il y a un peu plus d'1 an. Ouais. Et vous en êtes où dans votre parcours ? Le retour au travail est envisagé pour quel moment ? Alors, je n'ai pas encore mis une date précise sur mon retour au travail. Certes, ça ne va pas durer très longtemps parce que ça commence énormément à me chatouiller de pouvoir reprendre mes activités professionnelles. Mais je voudrais le faire d'une manière intelligente. Et c'est pour ça que je ne veux pas mettre la charrue avant les bœufs et courir, retrouver un job alors que finalement, ce ne sera pas me rendre service que de vouloir reprendre trop rapidement. Mais je suis en bonne voie. Vous êtes en bonne voie et vous êtes en bonne main, si je comprends bien. Et j'en suis de très bonne main dans les mains de mon coach Andrea, qui m'aide beaucoup dans ce processus de réintégration au travail. Merci. Magali, justement, c'est une appréhension
qui est courante, qui est en général, il y a plus d'appréhension que d'impatience? Est-ce qu'il y a un mélange des deux? Comment est-ce que vous sentez les choses par rapport aux expériences que vous avez eues avec différents patients? Alors, je pense que les patients se sentent très seuls par rapport à cette question-là, et que donc un webinaire comme aujourd'hui est extrêmement important. Moi, la raison pour laquelle je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est que je suis passée par la case cancer en 2011 et que je me suis sentie, pardon pour le mot, mais larguée dans mon retour au travail, sans aucune préparation et sans aucun support. Et c'est le coaching qui a vraiment été un outil extrêmement puissant d'empowerment. Donc on reprend les rênes de sa vie en main, et peut-être qu'on y reviendra après, c'est pas la même chose qu'un suivi psychologique, et tous les deux sont tout à fait complémentaires. Et donc cette appréhension, elle est souvent pas partagée par les personnes elles-mêmes, et donc le fait d'entendre que oui, c'est normal d'avoir peur, mais que aussi il y a moyen de pouvoir préparer ce retour pour que ce soit le plus serein possible, ça peut permettre justement de faire baisser ce niveau de stress. Alors j'en viens à une question assez principale sur notre thématique aujourd'hui, et je vous la pose à vous, Magali, pour commencer. Quels sont les avantages de se faire accompagner par un coach? Alors, ils sont assez nombreux, en fait. C'est-à-dire que le coaching est vraiment particulier, ça rend une profession à part dans tout ce qui peut être le support pour la personne, puisque, comme je parlais tout à l'heure d'empowerment, le coach est vraiment la personne qui va aider le coaché, ici le patient, à se remettre en mouvement avec vraiment, grâce à des outils concrets, et donc avec aussi des petits exercices. On va accompagner la personne à, par exemple, préparer l'entretien de reprise, etc. Et donc, quand je parlais de psychologue, le psychologue est vraiment très utile. Après, tout le monde n'a pas envie ou besoin d'aller le voir, mais on va travailler plus sur le pourquoi ça m'est arrivé. On va pouvoir aussi libérer ses émotions. Dans le coaching, on va vraiment avoir un procédé de voilà où je suis aujourd'hui, ma situation actuelle, voilà ma situation désirée, mon objectif, qu'est-ce que je vais mettre en place pour y arriver, et on va vraiment faire une technique de petits pas, puisque pour grimper une montagne, il faut bien commencer par un premier pas. Alors oui, on nous demande pourquoi pensez-vous qu'il y a besoin d'un coach? Et il y a déjà tant de professions de la santé dans le processus de soins d'un patient, par exemple les infirmières sociales, les onco-coachs, etc. Quels sont, à votre avis, les avantages du coach et quelles compétences un coach devrait avoir? Donc en plus de ce que vous avez mentionné, un psychologue, quelle est la différence en fait? Qu'est-ce qui est... Et donc effectivement, toutes ces professions-là, elles sont extrêmement importantes, et je pense que c'est important de répéter que le retour au travail, c'est un processus collaboratif. Et donc, l'idée, c'est vraiment qu'il y ait une meilleure communication entre tous les acteurs. Le coach, il vient vraiment à un autre moment. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, il vient vraiment dans la remise en action, quand la personne se sent prête à se dire, comme l'a dit Sylviane, ça me chatouille beaucoup. Ou qu'en tout cas, la question est là. Ou peut-être ça me fait peur, mais je sais qu'à un moment, voilà, j'aimerais pouvoir un peu poser ça et voir où j'en suis. Moi, ça m'est arrivé dans des coachings d'avoir des personnes qui se sentaient prêtes, en tout cas qui avaient l'impression d'être prêtes à retourner. Puis après avoir évalué un peu la situation, l'idée était plutôt de dire « Ok, je suis en chemin, mais c'est pas pour demain ». Et donc, voilà, il y avait des choses à mettre en place auparavant. Je vais peut-être demander à Sylviane par rapport à justement l'encadrement des différentes personnes. Ici, on parle des onco-coachs, infirmières sociales, etc. Pour vous, quelle était la différence? Quel est le bénéfice par rapport à ces autres accompagnements d'ordre psychologique ou autre? Ouais. Alors, moi, c'était très clair dans mon choix de prendre un coach en dehors du contexte médical. Je suis très très bien suivie par le personnel médical, j'ai un psychologue, un oncologue, mais ça reste quand même toujours dans ce monde hospitalier, je veux dire, et je voulais vraiment en sortir parce que oui, ça faisait partie pour moi de dire, ok, ça c'est un chapitre, maintenant je dois passer à autre chose, et pour ça je vais m'allier avec des personnes qui sont dans un autre monde, dans une autre dynamique, et qui ont finalement une autre chose à m'apporter que le monde médical. Oui, oui. Docteur Oui, je voudrais peut-être rajouter que c'est précisément pour ça que la Fondation contre le cancer a pris une initiative dans cette matière. Le coach a des compétences spécifiques et doit avoir des connaissances spécifiques qui ne sont pas celles des soignants, qui sont évidemment complémentaires à celles des soignants, mais le monde du travail, avec tout l'aspect juridique et interrelationnel qu'il suppose, est parfois très différent du monde des soignants. Et donc, avoir des personnes formées, connaissant suffisamment
ce que vit un patient cancéreux. Il ne se transforme pas en professionnel de la santé, mais avoir les informations de base pour pouvoir se représenter ce qu'a vécu et ce que vit le patient et avoir une bonne connaissance du monde du travail, c'était une manière de faire une passerelle. Si je peux ajouter quelque chose, moi je trouve qu'il y a une image, parce que parfois une image parle mieux que plein d'autres théories, c'est l'image de l'huître qui, à partir d'un grain de sable, va fabriquer une perle. Donc à partir d'un problème dans sa vie, elle va en faire une œuvre d'art. Et le coach, la personne, elle a toutes les ressources en elle. Croyez-moi, depuis 5 ans, toutes les personnes que je vois passer, des gens merveilleux, tout le monde a cette capacité à transformer un grain de sable en perle. Mais, quand on a eu un cancer, on peut avoir la tête dans le sable, justement, c'est le cas de le dire, et c'est compliqué. Et le coach, il va être là avec un environnement bienveillant, un questionnement pour aller aider cette personne à aller découvrir cette perle qui est là. Et c'est vraiment là que le coaching est très, très différent d'un accompagnement, évidemment, médicalisé, ça c'est évident, mais psychologique aussi. J'ai une question ici qui justement demande quelles sont les étapes psychologiques qu'on traverse par rapport à la remise au travail. Est-ce qu'il y a un chemin, est-ce qu'il y a un cheminement avec différentes étapes bien de votre expérience justement L'image qu'on pourrait prendre pour de nouveau revenir sur quelque chose de pratique, c'est un peu les étapes du deuil qu'Elisabeth Kübler-Ross avait posé, mais c'est pas linéaire. On peut parfois faire des retours et puis on revient, etc. Alors après, comme je le dis bien, un coach. Alors il y a des coachs qui sont psychologues par ailleurs, ça c'est autre chose. Mais un coach, a priori, moi c'est quelque chose que je pose dans le cadre. Moi je ne suis pas psychologue. Si je vais sentir qu'il y a une difficulté, une pathologie ou quelque chose de plus compliqué, je vais pouvoir éventuellement renvoyer vers un psychologue. Le coaching, c'est vraiment, comme je l'ai dit, aller découvrir les ressources un peu insoupçonnées parfois et pouvoir les mettre en avant et montrer qu'on a encore beaucoup à apporter à la société. Merci Magali. Alors ici, j'ai une question, je vais peut-être l'adresser à Didier. Peut-on travailler à temps plein pendant un traitement ? Oui. Certainement pas pour tous les patients, ça n'est certainement pas facile non plus, mais ça aborde un autre aspect qui me paraît fort important. Jusqu'à présent, on a parlé du retour au travail après une période d'interruption relativement longue, ce qui est vécu par de nombreux patients en cancérologie. Donc c'était une bonne question. Mais plus on attend, plus ça risque d'être difficile pour retourner dans le monde du travail. Et j'ai vu passer toutes les questions qui nous étaient envoyées par Internet. Cet aspect temps est quelque chose qui transparaît dans de nombreuses questions. Donc, quand c'est possible, continuer à travailler, éventuellement avec un travail adapté, éventuellement avec du temps partiel, pendant les traitements, ça n'est certainement pas une mauvaise solution non plus. Et peut-être que là aussi, il est utile de se faire accompagner par un coach qui n'est pas retour au travail, mais qui est resté au travail dans ce cas-là. Alors, il y a finalement peu de situations médicales en cancérologie qui vont rendre cela impossible pour des durées longues. Bon, vous avez été opéré, il y a une période de post-opératoire, c'est évident que vous n'allez pas travailler à ce moment-là. Certaines chimiothérapies peuvent être combinées avec un travail adapté. Certains traitements de radiothérapie pourraient être combinés avec un travail adapté. Des traitements longs comme l'hormonothérapie, qui se donnent pendant des années, sont de fait combinés avec un retour au travail. Donc, dans toute la mesure du possible, ça peut également être intéressant pour le ou la malade de continuer à travailler pendant les traitements, d'autant que continuer à travailler, c'est mener une vie plus active sur le plan physique, en tous les cas quand on n'est pas en télétravail comme maintenant. Et on sait que l'activité physique contribue et à l'amélioration de la qualité de vie pendant les traitements et après les traitements, et peut, dans certains cas, contribuer aussi aux chances de guérison. Donc, on peut gagner sur plusieurs tableaux. Et certainement, moralement, est très importante également. Bien sûr. Est-ce que l'une d'entre vous voudrait rajouter quelque chose par rapport à ça ? C'est là que la communication, en fait, est extrêmement de nouveau importante, que ce soit avec l'employeur ou avec le médecin du travail qui peut justement venir avec une proposition d'aménagement raisonnable. Moi, j'ai eu l'année dernière une personne qui était donc puéricultrice sous hormonothérapie, et on sait qu'avec l'hormonothérapie, il y a des douleurs musculaires, donc on peut imaginer que soulever des petits enfants, c'est compliqué.
Elle adore son boulot, elle avait besoin d'être avec les enfants. Donc, en concertation avec sa directrice, c'est quelque chose qu'on avait préparé en coaching pour donner quelque chose de concret qu'on peut faire. Elle avait peur d'aller exprimer ça auprès de sa direction. Finalement, elle a fait un horaire plus court et elle faisait du travail administratif, mais elle passait en section pour donner les repas, puisqu'à ce moment-là, les enfants sont assis, elle est assise, et c'était quelque chose d'agréable qui lui permettait de garder le contact avec les enfants. Donc le coach, il est là aussi pour aider la personne à faire un petit peu je parle un mot anglais, un assessment, de vérifier un petit peu, tiens, quelles sont ce qu'on va appeler les capacités restantes? Qu'est-ce que vous avez encore que vous pouvez mettre dans votre job aujourd'hui? Donc c'est vraiment explorer les possibilités d'adapter le travail à la situation. Et vous avez utilisé un mot qui est très juste, les capacités restantes, mais il y a aussi toutes les nouvelles capacités que vous êtes en train d'acquérir au travers de cette leçon de vie qu'est la maladie. Et ça, je pense que le coach peut aussi aider à mettre l'accent là-dessus. Complètement, hein, parce que moi, j'aime bien parler de compétences invisibles. Lors d'un atelier, il y avait j'avais demandé un petit peu aux personnes, donc les participants qui avaient eu un cancer, qui se préparaient à revenir au travail, tiens, comment vous voyez un peu le portrait chinois? Et alors, je le dis souvent parce que je trouve que c'est très l'image est impactante. Ils disaient, bon, en fait, on est comme Batman. Ah, tiens, Batman. Batman est le seul super-héros qui n'a pas de super-pouvoir à la base. Qu'est-ce qu'il vit, Batman? Quand il est enfant, il vit une injustice. Ses parents sont tués par un cambrioleur dans la rue, et il aurait pu rester dans cette position de victime et se dire, et c'est pas juste, et devenir éventuellement lui-même mal tourné, un brigand. Et qu'est-ce qu'il fait? Non, il devient un justicier. Il utilise ce qui lui est arrivé comme un levier. Et les personnes qui ont eu un cancer, et il y a de plus en plus d'études qui tendent à montrer ça, ou en tout cas le retour qu'elles en donnent, c'est j'ai développé l'empathie, j'ai développé une meilleure gestion du stress, j'ai développé une meilleure gestion des priorités, j'ai développé une meilleure connaissance de moi. Toutes des choses qu'on a parfois une vie à faire. Et les gens qui ont connu un cancer, ils viennent avec ça, comme Didier l'a dit très justement, en plus. Et donc ce serait vraiment dommage de la part des employeurs de se priver de Batman. Ouais. Sylviane, vous voulez rajouter quelque chose? Ou de Superwoman, comme Sylviane Loitier. Hein, donc, voilà. Donc, moi aussi, je me suis découverte une Superwoman. Moi, pour revenir sur ce que Magali disait avec la courbe du deuil, moi, j'ai tout fait à l'envers. Donc, j'ai commencé avec un déni total qui est resté très, très longtemps pendant tout mon traitement. Et donc, ça veut dire que j'étais aussi énormément dans l'action. Donc, je n'ai jamais vraiment arrêté de travailler, même si officiellement, je n'étais plus au travail. Mais ça m'a donné la niaque, ça m'a donné aussi beaucoup d'énergie et de courage et surtout un objectif à long terme pour pouvoir me raccrocher à quelque chose et me dire, ben voilà, après la maladie, il y a quelque chose qui m'attend. Et je ne vais pas simplement me retrouver du jour au lendemain à essayer de retrouver un job ou de faire la même chose. Bon, et tous ces questionnements se présentent aussi pendant le coaching. C'est aussi à ça que ça sert, hein, de refaire un peu le point, de se dire, après cette maladie, est-ce qu'on est le même? Non. Est-ce qu'on a les mêmes besoins? Non. Est-ce qu'on va reprendre le même job? Je l'ai vu dans les questions sur Internet, je me dis, moi je pourrais pas, parce qu'il y a trop de choses qui ont changé et qui ont fait que la version 2.0 de moi n'est plus la même, n'a plus les mêmes besoins. Peut-être que vous pourriez nous dire justement qu'est-ce que vous faisiez et vers quoi vous allez, si c'est pas trop tôt pour en parler. C'est un peu tôt, mais allons-y, hein, tant qu'on y est. Voilà. J'ai envisagé en tout cas. Comme ça me met un challenge en plus, merci. J'ai 19 ans dans les ressources humaines. J'ai fait beaucoup de recrutement, sélection, formation. Un métier que j'ai fait avec toujours beaucoup de plaisir parce que pour moi, l'humain reste au centre de toutes mes activités, tout mon intérêt. Et ça, c'est le fil rouge qui va m'emmener, je pense, vers la version 2.0 de moi-même. C'est que je veux encore être plus proche, finalement, de l'humain. Et je voudrais bien utiliser mon vécu pour pouvoir faciliter celui des autres. Voilà. Et donc, j'ai des projets personnels que j'aimerais voir s'envoler au mois de janvier, justement dans l'accompagnement de personnes qui ont vécu un cancer et pouvoir leur donner de l'espoir, comme je l'ai déjà dit, en leur proposant des solutions qui vont leur rendre au quotidien la vie un petit peu plus facile. Vous avez utilisé un mot qu'on adore à la Fondation, on en a fait notre baseline, transformer l'espoir en victoire. En victoire personnelle dans ce cas-ci, et c'était l'occasion de rappeler ce slogan de la Fondation. Mais je pense qu'il est très, très vrai en cancérologie.
Ouais. Ouais. Oui, et dans le vocabulaire de la Fondation, vous parliez de ce syndrome de Batman. Nous, on parle de battants. Et donc, c'est vraiment cette démarche des battants. C'est ceux qui ont réussi à passer au travers et qui vont de l'avant avec toutes, justement, ces nouvelles compétences invisibles dont vous avez bien parlé. Ici, j'ai une question, donc, voilà, par rapport à quand même des effets de la maladie. Comment gérer les problèmes de concentration, la fatigue et le regard des collègues lors de la reprise après une année d'incapacité totale? Magali, peut-être. Oui, alors effectivement, là, moi je ne donne jamais effectivement de réponse médicale. Hein. Par contre, j'enjoins toujours la personne, enfin je l'invite plutôt à en parler vraiment et de manière. Et alors ça, c'est un accompagnement d'équipe coaching. Essayer d'aider la personne à l'exprimer de manière très concrète. Parce que arriver chez son médecin, son oncologue ou le médecin du travail en disant j'expérimente encore une grande fatigue, ça ne parle pas. Donc moi je dis toujours, essayez de prendre un peu un exemple. Donc par exemple, avant, j'arrivais au travail à 9h du matin, j'avais parfois un petit coup de mou à 15h et puis ça reprenait, voilà, normal. Et puis là aujourd'hui, j'arrive au travail à la même heure, mais à 9h30, je suis incapable de répondre à un mail. Et je dis, et là vous montrez concrètement où vous en êtes. Et donc, bon, là c'est un exemple, voilà, dur, mais donc il y a cette première chose-là, de faire un peu un bilan, de tiens, comment est-ce que je me sens dans mon travail par rapport à mes capacités restantes, et de pouvoir alors en parler éventuellement pour avoir des aménagements raisonnables. Et puis alors, avec les collègues, c'est très variable. Généralement, si la relation était quand même bonne avant, elle va rester assez bonne. C'est-à-dire que le cancer est parfois un catalyseur de ce qui existait, préexistait avant. Mais en général, les collègues sont quand même un grand support. C'est ce que je vois en tout cas. Enfin, peuvent jouer un très grand rôle, dans un sens comme dans l'autre, mais les collègues qui sont là soutenants, c'est important. Didier. Moi, je voudrais peut-être compléter sur le plan médical, parce que ce que vous évoquiez là, difficulté de concentration, fatigue physique et intellectuelle, difficulté à trouver ses mots, c'est quelque chose qui reçoit de plus en plus d'attention actuellement. C'est un de ces effets secondaires qui peut se manifester pendant, mais également après et parfois longtemps après un cancer. Et c'est ce qu'on appelle, il y a un terme anglais, chemobrain. C'est brouillard cérébral, si on devait le traduire en français. Tout a l'air d'être ralenti au niveau du cerveau, et cela peut être un effet secondaire soit de certains cancers, tumeurs cérébrales ou métastases cérébrales, mais aussi de certains traitements, et en particulier de certaines chimiothérapies. Et ça peut persister longtemps. Alors, il n'y a pas de traitement spécifique. Quelques conseils généraux d'hygiène de vie qu'on peut donner et qui peuvent un petit peu aider à améliorer la situation, c'est l'activité physique, la marche à pied. Ça semble être quelque chose qui apaise et qui favorise le fonctionnement cérébral. Au niveau alimentation, et c'est un conseil très très général de bonne santé, c'est une alimentation riche en légumes et en fruits. Ça peut peut-être un petit peu aider à ce niveau-là. La gestion du stress, éventuellement du mindfulness, éventuellement de la relaxation, ça peut également aider. Mais donc, c'est un effet secondaire qui n'est absolument pas rare et qui reçoit de plus en plus d'attention. C'est ça, et qui probablement atteint la confiance en soi. Et, mais je voudrais rajouter qu'il est très important, quand un patient ou un ancien patient expérimente cela, il doit en parler avec son équipe soignante. Parce qu'il y a l'aspect effets secondaires des traitements, de la chimiothérapie en particulier, mais il peut y avoir des éléments déclencheurs autres, par exemple une anémie, par exemple une infection. Et donc, parfois, c'est l'occasion d'un bilan médical pour vérifier qu'il n'y a rien d'autre qui fait basculer une situation. Parce que traiter une anémie, on peut le faire. Traiter une infection, il faut le faire, évidemment. Donc, parlez-en avec votre équipe soignante. Magali, vous voulez ajouter quelque chose? Non, mais exactement, non. C'est très bien, c'est très clair. Sylviane, mais je pense qu'un fil conducteur, et Magali l'a cité, elle a dit parlez avec votre collègue, parlez avec vos employeurs, parlez avec votre équipe soignante, c'est vraiment un fil conducteur. Oui, la communication, c'est la clé. C'est la clé.
Ici, j'ai comment aborder la question du rythme incertain de la maladie, de ses conséquences, donc le fameux chemo brain, pardon, les jours off, la santé variable avec un futur employeur. Et quand? À l'entretien d'embauche, après. Donc ici, on en vient à des questions plus du point de vue de l'employeur. Comment est-ce que ça se passe? Moi, une première chose que je voudrais quand même dire aussi, c'est que c'est OK d'avoir des jours off, hein, comme on dit. Et d'ailleurs, je pense que personne n'est à 100% tous les jours. Mais c'est à un instant T. C'est-à-dire que parfois, c'est très compliqué de pouvoir se visualiser dans un futur quand on est encore extrêmement fatigué, quand on a du mal. Donc, déjà, comme Didier l'a dit, mettre les choses en place. Et là, le coach peut aussi aider avec des taskings, donc des petits devoirs, de dire, tiens, est-ce que ça pourrait fonctionner pour toi par rapport à ton lieu de vie, etc. D'aller faire une balade tous les jours. Donc de mettre déjà des choses en place et de se remettre en mouvement. Et puis vraiment, il est toujours de se dire, c'est à l'instant T, et je ne sais pas encore comment ça sera après, mais déjà de mettre des choses en place. Par rapport à l'employeur, et le fait d'en parler à l'employeur, moi j'ai envie de dire, est-ce que vous auriez envie, mais c'est une question qui n'a pas de réponse, de travailler avec quelqu'un qui n'a pas envie de travailler avec une personne parce qu'elle a eu un cancer? Question. Oui. Et j'ai ici une sous-question qui demandait est-ce qu'on doit en parler? Donc, quand on postule pour un nouveau job après un cancer, est-ce qu'il faut le dire ou pas pendant l'interview? Ben, c'est ce que je viens de dire. C'est-à-dire, déjà, ça dépend de chacun. Il y a des personnes pour qui ça reste, j'ai envie que ça reste très privé. Et de nouveau, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est vraiment ce que chacun ressent. Moi, pour ma part, c'est vraiment devenu une ligne dans mon CV parce que comme Sylviane, moi, j'ai changé de métier littéralement pour vraiment accompagner les personnes après le cancer. Mais c'était pas de la faute de mon employeur, je tiens à le dire. C'est vraiment une redirection. Et donc voilà, ça va vraiment dépendre des personnes. Et il y a personnes pour qui, par contre, ça va être très important de le dire. Et donc, il faut vraiment sentir ce qui est bon pour nous. Et puis, éventuellement, alors on peut le préparer en amont pour que ça se passe au mieux, évidemment, et pas être peut-être embarqué dans de l'émotion au moment où on en parle. Oui. Sylviane, vous voulez? Oui, moi, bien sûr, chacun le vit, chacun gère la situation comme il a besoin, mais je pense qu'à partir du moment où ça met du sens dans votre vie et dans votre futur, il faut en parler. Moi, je ne m'imagine pas commencer quelque chose sans en parler. Par contre, je ne vais pas parler des 3 jambes que je me suis cassées, d'opération à mon doigt, vous voyez, parce que ce sont des choses qui ne sont pas relevantes pour moi. Mais ma maladie a été un moment charnière dans ma vie qui a changé tellement de choses que je ne peux pas ne pas en parler. C'est comme si je ne parlais pas de mes diplômes, si je ne parlais pas de ma personnalité. C'est moi, c'est la personne que je suis devenue. Donc, je ne pourrais pas ne pas en parler, mais bon, chacun. Je parle sous votre contrôle, Sylviane, et là je fais allusion à vos compétences en ressources humaines. D'abord, dire que l'employeur, clairement, n'a pas le droit de vous obliger à lui communiquer votre dossier médical. Il y a encore un secret médical en Belgique et c'est très bien comme ça. Mais on sait aussi que quand il y a un trou dans un curriculum vitae, ça pose question. Et il est logique, quand on est à la recherche d'un travail, de donner une partie de l'explication à tout le moins en disant voilà, il y a un trou là dans mon curriculum vitae, j'ai été confronté à un problème de santé, je pense qu'il ne faut pas tourner autour du pot, l'employeur a le droit de savoir cela sans rentrer nécessairement plus loin dans le détail, mais on peut le mettre en perspective et on peut dire mais j'en suis ressorti en ayant l'impression d'avoir appris ça, ça, ça et ça, quelque part, figurez-vous monsieur l'employeur potentiel, que c'est peut-être ce qui me motive à venir poser ma candidature chez vous parce que ça fait du sens pour moi de telle et telle manière. Donc voilà, il faut le préparer. Et là, le coach peut encore une fois aider à préparer l'histoire qui fait sens en déterminant, chacun à sa mode, jusqu'où il va aller dans le détail de l'explication. Et est-ce que ne pas en parler ne risque justement pas de pouvoir entraîner une incompréhension de la part de l'employeur face à certains justement effets secondaires dont on a parlé avant, ou peut-être que l'employeur va se dire tiens, il est un peu absent, il y a beaucoup de jours où il ne vient pas, ou ça risque d'entraîner finalement une mauvaise perception des choses. Donc évidemment, il vaut
probablement mieux Mais à donc ce ça, c'est des niveau-là. questions qui sont posées en coaching, de dire, tiens, finalement, qu'est-ce que vous gagnez à ne pas en parler? Qu'est-ce que vous gagnez à en parler? Ou qu'est-ce que vous perdez à en parler? Ça aussi, c'est une question un peu confrontante, hein, finalement. Mais parce qu'il faut quand même aussi, enfin, moi, je trouve que c'est important en tant que coach, c'est-à-dire les il faut, on doit, je suis pas pour. C'est vraiment chaque personne, c'est ce que je dis, rien n'est pas juste ou rien n'est complètement juste. Ça doit appartenir, il faut que la personne s'approprie son choix. Et c'est vraiment nouveau dans l'empowerment, ça va être sa décision. Et donc après, il faut pouvoir assumer les conséquences de sa décision. Et donc, si la personne a encore effectivement des effets secondaires à long terme et elle sait que ça pourrait impacter son travail, ben de nouveau, on va voir en coaching, est-ce que c'est OK pour vous ça, alors du coup l'employeur ne le sache pas. Et donc voilà, on va avancer comme ça. Sylviane, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, je suis tout à fait dans la lignée de Magali. Alors, donc, il y a beaucoup de questions qui sont posées sur l'environnement professionnel. Alors, on a Valérie qui témoigne. Après 3 ans d'arrêt de travail, j'ai peur de ne plus trouver ma place, de ne plus être au top physiquement. Est-ce que c'est une peur qui est récurrente, ça? Oui, bien sûr. Et alors, évidemment, je vais rebondir sur ce que Didier avait dit au début. Plus la durée de l'absence est longue, plus compliqué est le retour au travail. Et donc, moi, j'ai par ailleurs, de ma casquette de coach, la casquette de Disability Manager certifiée par l'INAMU, parce qu'en fait, on se rend compte qu'en Belgique, maintenant, les malades longue durée dépassent le nombre de chômeurs, et qu'effectivement, plus la durée est longue, plus le retour est compliqué. Et d'où alors l'importance d'encore plus préparer ce retour-là, et justement, peut-être de prévoir, tiens, quelles pourraient être les questions des collègues, qu'est-ce que j'ai envie de dire. Donc tout ça, c'est vraiment des choses qu'on prépare en coaching. De quoi je parle, à qui j'en parle, comment j'en parle. Voilà. La question de trouver sa place, oui. Et ça me fait penser, Sophie, que dans la préparation donc, de toute cette action cancer et travail à la Fondation, on a aussi été frappé de voir l'intérêt de certains employeurs pour la démarche. Alors, je ne suis pas en train de dire que tout est parfait partout et qu'il n'y a jamais de problème, hein. Je sais bien que ça n'est pas le cas, mais il y a aussi du côté des employeurs un intérêt réel pour cette problématique, parce que le cancer en Belgique, c'est un problème de santé publique. Qui oserait dire « ma famille n'a jamais été confrontée et ne le sera jamais ». On sait bien que ça fait partie de la réalité et les employeurs le savent aussi. Mais j'avais envie de poser cette question justement à Magali. Est-ce que vous avez des employeurs qui s'adressent à vous Oui, et je tiens justement à souligner qu'en fait, en général, c'est plutôt de la peur et de la méconnaissance, mais que je constate vraiment un changement entre il y a 5 ans et aujourd'hui avec une vraie bonne volonté. Et peut-être parce que malheureusement, tout le monde connaît quelqu'un qui a eu un cancer. Et du coup, effectivement, je vais faire des conférences, je vais sensibiliser en entreprise. Et voilà, il y a vraiment un mouvement qui est en train de bouger. Je pense qu'avec justement la fondation qui maintenant aussi vient poser plus que sa pierre à l'édifice, ça aura vraiment un impact important. Et pour ceux que ça intéresse, la Ligue contre le cancer au niveau Europe a sorti un manuel il y a quelques jours, un handbook, donc un manuel pour et les employeurs et les employés sur vraiment les questions à prendre en compte et comment accompagner au mieux le retour au travail en entreprise. Donc on voit que ça bouge au niveau européen. Ah oui, oui, c'est intéressant. On devrait mettre le lien sur notre site ultérieurement. J'ai une question ici de... pardon, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Sylviane? Excusez-moi. De Arlette qui dit « Quel est le rôle du HR, justement ?» À un moment donné, n'ayant personne qui suivait mes dossiers, je me suis sentie dépassée. Donc, quel est le rôle du responsable des ressources humaines dans ce parcours? Parce que, oui, je ne sais pas si l'un d'entre vous veut prendre la parole. Je suis pas sûre de bien comprendre la question. Je peux peut-être préparer une réponse que Sylviane complétera. Là, je vais mettre une ancienne casquette. J'ai été pendant un certain temps directeur général de la Fondation contre le cancer, donc ça implique une responsabilité au niveau personnel avec les gestions du personnel, je veux dire avec les collègues HR. Il est évident quand on a un collègue qui est absent de longue durée pour raison de santé, dans le respect du secret médical, bien entendu, on ne va pas lui demander de nous communiquer son dossier médical, mais il faut s'inquiéter de sa situation, de son évolution, de voir si on peut, soit au niveau direction, soit au niveau ressources humaines, soit au niveau collègues de travail, garder un contact, comment est-ce qu'on peut faire, et c'est évidemment à la personne malade de décider alors jusqu'où
elle veut que l'on prenne des initiatives pour conserver un contact avec elle. Et de nouveau, d'où l'intérêt pour les employeurs d'avoir déjà en amont, avant d'attendre un cas, réfléchi à, tiens, de manière structurelle, comment est-ce qu'on va réagir à une absence de longue durée pour que la personne ne se sente pas non plus coupable, c'est-à-dire que mon employeur m'appelle, alors que s'il y a une procédure mise en place en disant, dès que la personne d'ailleurs finalement va signer son contrat, après une absence d'un mois, vous aurez une petite lettre, pas d'obligation de répondre, on vous met les liens vers les personnes de contact, la personne de confiance, RH, éventuellement, pourquoi pas des coachs, retour au travail, que ce soit cancer ou maladie grave. Et donc voilà, ça il y a certaines grandes entreprises qui le font et ça a prouvé plutôt son utilité. D'accord. Oui, je pense en effet qu'il est temps que les sociétés, et il y en a déjà qui le font bien entendu, mais se rendent compte qu'il y a un réel besoin et que l'accompagnement est là. Donc voilà, cadeau sur un plateau, donc prenez-le. Mon message envers les sociétés, armez-vous pour pouvoir pour pouvoir de nouveau recevoir vos bons anciens collègues qui sont là et qui ont envie encore de faire des choses pour votre société, mais faites-le d'une manière correcte, en vous faisant coacher, coacher. On vous parlait au début du projet pilote, allez-y, pour la formation des coachs certifiés. Est-ce qu'on ne pourrait même pas imaginer une formation, justement, dans un parcours de formation en ressources humaines, de pouvoir aborder, je ne sais pas si ça existe, mais de pouvoir avoir cet angle-là? Que faire si un employé est atteint d'une maladie longue ou telle qu'un cancer? Je ne sais pas si ça fait partie des formations, en tout cas en ressources humaines, mais il y a clairement un besoin, en tout cas, de pouvoir être entendu à ce niveau-là. Je pense que ça doit faire partie intégrante de la politique de gestion de ressources humaines, parce que c'est une problématique de tous les jours. Didier l'a dit, rien qu'au niveau du cancer du sein, il y a 10 000 femmes qui sont touchées par an par le cancer du sein. Il y en a probablement une qui travaille chez vous. Donc, voilà, et cette personne-là aura besoin d'être accompagnée à un moment ou à un autre. Donc, J'ai une question ici de Matt qui demande, y a-t-il des employeurs qui prennent en charge ce type de coaching, justement? Donc, est-ce que vous travaillez comme coach main dans la main avec des employeurs? Tout à fait. Donc, on travaille avec un service de prévention externe au travail. Donc, on est en plein dans le projet, mais vraiment, l'idée, c'est que ça passe par l'employeur. Parce qu'on le sait, je pense que Didier va être tout à fait d'accord. Il y a ce qu'on va appeler la toxicité financière du cancer. C'est-à-dire que le cancer va impacter financièrement les personnes malades, qu'on le veuille ou non. Et donc, du coup, le coaching, parfois, c'est un peu un accompagnement de luxe, quelque part, parce que c'est pris en charge par rien pour le moment, j'espère. Et donc, du coup, le fait de proposer à l'employeur d'offrir ça, dans le cadre, de toute façon, ce qui existe déjà, c'est la loi bien-être au travail, et il y a des politiques qui sont mises en place par rapport à la prévention du burn-out et l'accompagnement post-burn-out, on pourrait tout à fait, j'espère qu'on va faire ça, faire la même chose par rapport au cancer. Idem, une certaine protection juridique de la personne, ça c'est mon rêve, un petit peu comme une femme, quand elle a accouché et qui revient au travail, qui a une forme aussi de protection pour la personne, pour qu'elle sache aussi qu'elle peut revenir à l'aise. Non, mais j'aime bien la perspective. Oui. On était bien conscient avant ce webinaire qu'il restait encore un petit peu de boulot. Mais on va y aller, hein. On va y aller. Voilà. Oui. Alors ici, j'ai une question évidemment qui s'inscrit dans l'actualité, c'est comment reprendre le travail, comment redémarrer en crise sanitaire. Donc quand on est évidemment déjà fragilisé par les traitements et par la maladie, comment reprendre... Mais là, je vais peut-être reprendre encore une fois la casquette médicale. C'est certain que dans la crise sanitaire que nous vivons et qui n'est malheureusement pas terminée, si vous êtes en traitement actif de votre cancer, si vous êtes en chimiothérapie avec un impact sur vos défenses immunitaires, parce que c'est un effet secondaire fréquent de la chimiothérapie, c'est probablement pas une bonne idée de faire autre chose que du télétravail dans les circonstances présentes. Mais il faut dire que cette fragilité des patients en cours de traitement, c'est quelque chose qui est limité dans le temps. Donc les personnes comme le témoignage de Sylviane qui disent « Ok, voilà, mon traitement, peut-être pas l'hormonothérapie, mais les autres traitements sont terminés depuis des mois », il n'y a plus de risque particulier lié au Covid-19. Donc si vous êtes sorti des traitements, je vais dire, agressifs du cancer, en particulier la chimiothérapie, depuis des semaines ou des mois,
Il n'y a pas plus de précautions à prendre pour vous que pour n'importe qui d'autre, mais les précautions à prendre, prenez-les évidemment, parce que vous n'êtes pas non plus protégé face au Covid-19. C'est sûr. Oui. Mais évidemment, dans le cadre de ce besoin que Sylviane exprimait bien, de retrouver du lien, de retrouver sa place, évidemment, ça rend les choses compliquées parce qu'avoir envie de reprendre son boulot pour ça et puis de se retrouver derrière un écran toute la journée, c'est pas la même chose que de se retrouver en contact. Dans notre vie quotidienne, et c'est quand même notre vie quotidienne depuis un certain nombre de mois, avec les Teams, avec les Zooms, etc., on a quand même des contacts avec toute une série de collègues. Alors, c'est pas la même chose que le présentiel, on est d'accord. Mais voilà, c'est le Covid qui le veut ainsi. Moi, je vois ça un petit peu comme un tremplin, finalement. Et ça peut... Voilà, c'est le côté bonheur dans le malheur, finalement, de la situation. C'est que ça nous permet, à nous, de nous réintégrer dans ce monde du travail, mais peut-être d'une autre manière, et qui est un peu plus rassurante, parce qu'on reste chez soi, on reste dans sa bulle, dans son petit cocon, mais on recommence quand même ce contact avec les collègues, avec le monde extérieur, qui fait tellement peur. Et donc, moi, je vois plutôt ça, oui, je vois plutôt ça comme quelque chose de positif. Tout à fait d'accord. Et quand même, Sophie, la crise Covid nous a aussi appris des choses. C'est à cause ou grâce au Covid qu'on organise des webinaires. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, ici, j'ai encore une question de Mag qui demande, je vous lis la question telle qu'elle, comment envisagez-vous le coaching avec des personnes touchées par la maladie? Sous quelle forme, individuelle ou collective? Uniquement pour la personne ou également pour l'entourage? Quelle est la durée du coaching? La mise en place d'un réseau? Avez-vous beaucoup de demandes pour nos régions? Je parle ici pour la région Hainaut-Picardie. Donc, c'est une... Oui. Est-ce qu'il y a La demande pour la région, je vais laisser ça à la Fondation, parce que je ne sais pas si la Fondation a beaucoup de demandes. Par rapport à la forme, moi, en tout cas, personnellement, je fais des coachings individuels, mais je fais beaucoup aussi de cycles en groupe, avec, par exemple, l'Essentiel à Namur, qui est rattaché à Sainte-Élisabeth. Et là, je ne peux pas encore dire le nom, mais avec un grand hôpital, qui va envoyer des patients. Et donc, j'ai créé un cycle de 8 ateliers. Et alors, ça se fait en groupe. Et la force aussi du groupe qui est intéressante, c'est que souvent les participants me disent, ce qui est chouette, c'est que quand j'arrive, je ne dois pas tout réexpliquer, même si chaque cancer est différent, même si chaque traitement est individualisé, etc. Cette fameuse fatigue, le stress qu'on a eu, le fait d'avoir quand même dû affronter la question de la mort, ça, il ne faut plus revenir là-dessus, quoi, quelque part. Et alors, il y a quand même quelque chose d'assez, pas reposant, c'est pas le bon mot, mais en tout cas, on se sent réconforté par les pairs. Et puis, il y a des échanges de bons procédés. Donc voilà, coaching de groupe, coaching individuel. Il y a un aspect que je trouve très intéressant dans cette question. Le coaching dont on parle ici, il a un objectif clair, c'est le maintien ou le retour au travail. Et donc avec une spécialisation clairement pointue dans ce domaine-là. Mais dans la question, il était question des proches. Eh bien, il y a peut-être d'autres types de coaching à envisager pour les proches, parce que ça n'est pas simple non plus pour les proches d'accompagner une personne qui a ou qui a eu un cancer. Et comme on l'a déjà dit plusieurs fois ici, la personne malade se rend très vite compte que la vie après ne ressemblera pas à la vie avant, mais les proches mettent parfois beaucoup plus longtemps à s'en rendre compte. Et ça peut entraîner pas mal de friction. Donc, peut-être qu'il y a là une autre piste de coaching à développer. Oui, oui. On sort évidemment un peu du cadre du retour au travail, mais par contre, il y avait une sous-question aussi sur la durée du coaching. Combien de temps ça prend? Combien de séances? Ça va dépendre de la personne. En général, quand même, le but du coaching, je l'ai dit, c'est l'autonomisation. Donc, pas que la personne reste des années, sauf si elle revient à chaque fois avec une question différente. Mais a priori, quand on a fait un bon travail, la personne ne revient plus à un moment. Alors là, je vais de nouveau parler très personnellement. Moi, ça varie entre 5 et 12 séances selon la personne, selon le type de parcours. Mais je tiens quand même à dire que j'ai eu des aidants proches venus me voir parce que justement, gérer, travailler et avoir un proche malade. Oui. Et alors là, c'est encore différent parce qu'en fait, finalement, nous, on n'est pas malade. Alors moi, souvent, le travail qui est fait, c'est comment prendre soin de moi pour prendre soin de l'autre. Ouais. Ce que beaucoup d'aidants proches oublient. Tout à fait, malheureusement. Alors, j'ai une question ici qui est posée par Anne. Le coach peut-il intervenir auprès d'une hiérarchie?
je suppose en cas de problème, ou est-ce que le coach peut s'adresser à une entreprise au sein d'une hiérarchie, peut-être En fait, tout va dépendre du type de contrat déjà, c'est-à-dire que soit la personne vient nous voir et on travaille en individuel, soit, comme je l'ai dit, ça peut être quelque chose de tripartite, donc demandé par l'employeur, et à ce moment-là, on fixe le cadre à 3, avec toutes les parties. Qu'est-ce qui va être confidentiel, qu'est-ce qui va être partagé, avec toujours le consentement éclairé de la personne concernée en premier lieu, et sans jamais divulguer d'informations médicales, sauf de nouveau consentement express de la personne. Ça, voilà. Donc, vraiment, ça va dépendre du cadre. Et c'est là que je vois aussi une plus-value dans les sociétés de faire appel à un coach qui va peut-être à ce moment-là aussi prendre un petit peu une position de médiateur et de savoir, j'ai remarqué dans les questions qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savaient pas quoi dire. Qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire oui, parce que bon, ça va peut-être leur saboter leur avenir dans la société, tandis qu'un coach peut amener une information sans l'émotionnel, avec très très factuel finalement, et trouver des solutions en collaboration avec les entreprises. Je vois là une énorme plus-value en fait. Oui. C'est aussi un peu le rôle du médecin du travail finalement, de proposer des aménagements éventuellement raisonnables, etc. Et donc moi je prépare beaucoup les visites de pré-reprise, ou en tout cas les entretiens avec le médecin du travail en coaching. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire? Comme je l'ai dit, il n'y a pas de réponse claire, mais en gros, moi, on focalise sur les besoins. Finalement, qu'est-il besoin de dire? Si vous avez des douleurs musculaires, pour reprendre le cas de la puéricultrice, que ça impacte directement votre travail, a fortiori, vous avez quand même besoin d'en parler. Donc, on va un petit peu évaluer. Et puis, il y a des personnes pour qui c'est important que les collègues sachent, elles ont envie ou ils ont envie que les collègues les soutiennent, puis d'autres n'auront pas envie. Donc, on va vraiment partir de quel est votre besoin et du coup, alors, quel est l'interlocuteur important pour ça. Mais il y a évidemment une pléthore d'interlocuteurs et donc, je pense que sur cancer.be/travail, on peut retrouver pas mal de réponses. Mais il y a également l'ASBL Travail et Cancer a mis en ligne un mind map, donc une carte mentale. Ça s'appelle retourotravail.be, sur lequel on va voir quel est le domaine touché. Et elles sont là tous les acteurs avec des petits coaching tips, des petits tuyaux de coach pour aider les personnes à préparer éventuellement l'entretien. Oui, oui. Merci Magali. J'allais revenir justement sur le site cancer.be/travail pour répondre à la question, à la fin de la deuxième partie de la question de Mag. Ici, ma collègue Marine qui me passe vos questions me rappelle évidemment que la Fondation a un réseau de coachs, donc il y aura certainement un coach dans la région Hainaut-Picardie, et donc ces informations se trouvent sur notre site web cancer.be/travail. On y reviendra à la fin du webinaire. Voilà. Donc j'ai une question encore ici qui est arrivée de Séverine. On parle d'employés-employeurs, mais quid des indépendants? Comment aider un indépendant à reprendre? Alors, je vois Sylviane qui sourit puisque je suis indépendante. C'est sa situation. Peut-être que vous voulez commencer. Bien. Écoutez, si j'avais une formule magique, je vous la communiquerai avec grand plaisir. Moi, comment je vois les choses pour moi, comment vous voyez les choses. Moi, je suis de toute façon quelqu'un qui me prend énormément en main. Donc, je pense que mon futur dépend beaucoup de moi et de comment je vais installer des nouvelles choses au niveau professionnel. Je ne dis pas que ça va être facile. J'ai encore quelques petites appréhensions, bien entendu, parce que je n'y suis pas encore. Mais j'en pense que en me préparant grâce à mon coach Andrea et à tout ce que je veux mettre en place au niveau professionnel, qu'il y a certainement un avenir qui va s'ouvrir à moi. Est-ce que je devrais combiner encore avec d'autres activités de mon passé, je vais dire? Pourquoi pas à certains moments combiner deux activités pour pouvoir trouver un équilibre et éventuellement en laisser tomber une pour pouvoir donner plus de temps à l'autre. Oui. Je vais laisser un petit peu le temps faire et les choses que j'ai entamées se mettre en place. Mais tout ça en grande confiance que ça va bien se passer. Je crois qu'il faut beaucoup croire en soi aussi. Parce que toutes les questions qui tournaient autour de personnes dans le cadre d'un contrat d'employé étaient liées plutôt justement à l'attitude de l'employeur, que dire à l'employeur, employeur et collègues. Quand on est indépendant, est-ce qu'on envisage d'informer ses clients, ses fournisseurs, ses prospects, d'en parler quand même, ou bien on n'est pas du tout dans cette même préoccupation?
je ne pense pas que c'est un truc que j'imprimerais sur un t-shirt et que je mettrais quand je vais en visite clientèle. Mais encore une fois, si ça a du sens pour vous, pourquoi ne pas le faire? Moi, je me destine maintenant à aider des personnes atteintes d'un cancer. Donc forcément, pour moi, c'est quelque chose que je dois utiliser. Hein? C'est une expérience à valoriser. Maintenant, je ne me vois pas forcément, comme je dis, l'afficher à tout moment. Mais certains indépendants illustrent ce dont je vous parlais tout à l'heure. Et il faut être réaliste, parce qu'ils n'ont pas toujours le choix ou qu'ils ont moins le choix que des employés. C'est les gens qui continuent à travailler pendant la phase de traitement. Alors peut-être pas à temps plein, mais ils continuent avec les moyens du bord. Donc c'est aussi la preuve que, peut-être pas chez tout le monde, peut-être pas sans adaptation, mais qu'il y a aussi cette possibilité-là de continuer un travail adapté pour beaucoup de patients pendant les traitements. J'ai une question aussi pour Magali. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient employés mais qui envisagent de reprendre le travail plutôt en tant qu'indépendants ou... C'est une très bonne question. Oui. Oui. Et d'ailleurs, j'ai un 3e livre qui sort en janvier et ça sera ce sujet parce qu'en fait, il y a eu tellement de questionnements et de personnes qui sont venues en coaching avec ce genre de questionnement que je me suis dit, bon, à un moment, je vais partager ce que je peux. Donc, effectivement, oui, c'est parce que je pense que ce sont des personnes, alors tout le monde va le vivre, enfin, pas de la même manière, mais il y a des personnes pour qui, alors du coup, la valeur liberté, qui est quand même une valeur très forte chez les indépendants, va prendre beaucoup de place, et qui vont vouloir, comme a très bien dit Sylviane, faire du sens, et qui ne trouvent peut-être plus du sens dans leur ancien travail, et qui ont envie de créer. Je crois qu'on est vraiment à une époque de créateurs, on sent un mouvement comme ça. Même avec le Covid, il y a beaucoup de gens qui ont un peu une perte de sens, et donc oui, voilà, pour répondre en 3 lettres. et encore une question par rapport justement à ce que nous partage Sylviane. Vous avez beaucoup de personnes qui veulent changer d'orientation pour justement oui. De nouveau, partager oui, oui. Alors après, moi, c'est vrai que c'est aussi un petit peu dans mon rôle de coach, je trouve, de faire un peu de la confrontation bienveillante. Attention à ne pas non plus fuir. Et je vais donner un exemple très concret. Il y avait une jeune femme qui était venue me voir, qui voulait vraiment complètement changer de travail. Après plusieurs séances de coaching, en challengeant un peu son objectif, ses motivations, son moteur, il s'est avéré qu'en fait, elle avait juste besoin d'une journée pour elle par semaine et de passer à 4/5e et qu'en fait, elle adorait son travail. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va quand même vérifier en coaching. Mais effectivement, oui, c'est le besoin de sens se réveille particulièrement après une maladie grave comme le cancer. Mais bon, j'imagine, c'est évidemment pas possible dans toutes les professions. Une profession comme celle de Sylviane se prête bien, puisque ayant ce background de ressources humaines et donc peut l'amener à aller vers les gens et leur apporter une aide et un accompagnement en connaissance de cause. Il y a des professions évidemment pour lesquelles je suppose que ça se manifeste. Attention aux croyances limitantes. Non, vraiment, moi, j'ai vu des trajets et des chemins incroyables. Et voilà, parce que parfois, les personnes... de nouveau, un autre exemple, alors, c'est une personne qui travaillait depuis, je pense, 16 ans en médiation juridique. Et elle arrive chez moi, elle me dit, j'ai rien d'autre à mettre sur mon CV. Mais la médiation, c'est quoi? La communication, la mise en relation. Il faut pouvoir découper tout et puis après, voir un petit peu, tiens, on va faire ce qu'on appelle un reality check. Vers quoi j'ai envie d'aller? Qu'est-ce qui me manque pour y arriver? Quels sont les types de formations? Est-ce que je suis OK, moi, de peut-être mettre autant d'argent pour telle formation? Est-ce qu'il y a un autre moyen? Tout ça, c'est des choses qu'on peut faire en coaching, mais il y a beaucoup plus de possibilités qu'on ne le croit. Didier, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, je suis tout à fait interpellé par tout ce que j'entends. Il y a un mot qui n'a pas encore été prononcé jusqu'à présent et qui me paraît très important pour le retour au travail, la reprise d'un travail, le changement de travail, d'orientation, c'est le mot « oser ». Il y a eu beaucoup de questions qui nous ont été soumises. Quand est-ce que je saurai que je serai prête ou prêt à recommencer? On ne le saura que quand on osera passer à l'acte. Alors, ici, on parle de toute la phase de préparation avant de oser, mais tôt ou tard, il vient ce passage de frontière, il faut oser. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, on me donne une dernière question ici.
J'aimerais savoir si on peut parler de réussite statistiquement des trajets de réintégration dans le cadre de cancer. Donc, je suppose avec un coaching. Est-ce qu'on a un indice de réussite C'est une des missions qu'on a assignées à cette chaire interuniversitaire dont vous avez parlé dans votre introduction. C'est effectivement d'avoir des chiffres et d'objectiver la situation et aussi d'objectiver la plus-value du coaching dans les trajets individuels. Parce que si on parle de trajet de réintégration sur le plan législatif, ça c'est quelque chose de particulier et voilà, on sait que ça ne s'est pas super bien passé quand ça a été lancé. Il y a eu beaucoup de ruptures de contrats pour force majeure médicale, que c'est en train de changer et de nouveau que les entreprises sont en train de prendre la question plus à cœur, je pense. Merci, je vois qu'on est presque déjà arrivé au terme de cette heure de webinaire. Je voulais peut-être faire un petit tour, voir avec chacun d'entre vous s'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés, s'il y a un petit quelque chose que vous auriez voulu ajouter. Je vais commencer par Sylviane. Moi, mon mot de la fin, c'est une phrase que j'ai lue ce matin qui m'a interpellée dans la voiture et je me suis dit, tiens, je vais la partager avec vous aujourd'hui. Et elle dit, si tu te concentres sur ta blessure, tu continueras à sentir ta douleur. Et si tu te concentres sur la leçon, tu continueras à apprendre et à grandir. Et je pense que c'est quelque chose à vivre, parce que je suis en train de le vivre avec toutes les aides qu'on m'a offertes, je vais dire. Et il faut savoir les saisir à pleine main et dire oui, j'ai besoin d'aide et aidez-moi à me redécouvrir, à aller mieux. Très belle phrase, merci pour ça. Magali? Et moi, c'est quelque chose que je partage souvent à mes coachés. Les gens heureux, ils n'ont pas moins de problèmes, mais ils ont simplement une autre manière de les regarder. Et avec le coaching, on peut vous aider à changer de lunettes. Et surtout, moi, c'est vraiment faire de l'expérience de la maladie un tremplin et pas un frein et un moyen. Merci. Didier? Oui, on est sur la même longueur d'onde. Là, je remets peut-être plus une autre casquette qui est le fait que j'ai moi-même été confronté à la maladie au cours de mon existence, mais la maladie, c'est une leçon de vie. Alors une leçon qu'on n'a pas souhaitée, une leçon qui est parfois pénible, mais une leçon intense et une leçon dont on peut ressortir certes différent, mais peut-être plus fort ou mieux armé. Merci vraiment à tous les trois. En effet, vous êtes tous les trois passés par la maladie et vous êtes tous les trois en train de parler de travail avec enthousiasme. Et je vous remercie vraiment. Je pense que chacun aura beaucoup appris de votre expérience, de vos conseils et du potentiel de ce coaching adapté. Alors, il y a des questions qui n'ont pas été traitées, je pense, et elles trouveront toujours une réponse sur le chat, sur la page Facebook de la Fondation, sur le site de la Fondation. N'hésitez surtout pas également à contacter Cancer Info au 0800 15 801. Et bien voilà, il me reste à vous remercier pour votre intérêt pour ce webinaire et on vous tiendra au courant des prochaines sessions. Et d'ici là, prenez bien soin de vous et des autres. Merci.